Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, comment qualifiez-vous la victoire du candidat socialiste à l'élection présidentielle, Monsieur Hollande, qui l'a emporté le second tour du scrutin présidentiel français pour devenir le président de la République? Eh bien, même s'il y a toujours une petite incertitude dans une élection présidentielle jusqu'au dernier moment, car vous savez que certaines personnes ne se décident véritablement que le jour où ils votent, la victoire de François Hollande était quand même prévisible. D'ailleurs, durant toute la campagne électorale qui a précédé, il n'y a jamais eu un seul sondage qui donnait Nicolas Sarkozy gagnant. Celui-ci a néanmoins voulu y croire jusqu'au dernier moment, ses partisans également. Il a déployé une incontestable énergie durant toute la campagne, n'hésitant pas à infléchir son discours dans un sens ou dans un autre, principalement d'ailleurs entre les deux tours, pour essayer d'obtenir les voix du Front National de Marine Le Pen. Mais ces efforts ont été insuffisants. Les premières études électorales montrent qu'il a eu 51%, je crois, des électeurs du Front National et 60% des électeurs du centriste François Bayrou. Mais quoi qu'il en soit, l'addition n'a pas fonctionné suffisamment. Les reports de voix se sont mal passés. Il y avait peu d'abstentionnistes à séduire car la participation qui a été élevée au second tour était déjà assez haute au premier tour. Bref, Nicolas Sarkozy, comme on pouvait s'y attendre, a été battu. Ce n'est pas véritablement une surprise. Et à quoi attribuez-vous en fait de la défaite de M. Sarkozy? On ne peut pas donner une réponse unique. Il y a toujours, comme d'habitude, il y a toujours beaucoup de réponses possibles. Nicolas Sarkozy était contesté de tous côtés et je dirais qu'il y avait une sorte d'overdose, c'est-à-dire les gens n'en pouvaient plus de Sarkozy, de sa personnalité, de sa vulgarité, de les années bling-bling du début de son mandat, ses aventures personnelles, sa vie privée, sa manière de vouloir tout faire lui-même à la place de son gouvernement, de ses ministres et même de son Premier ministre. Je serais tenté de dire tout simplement, les gens l'ont trop vu et trop entendu. Alors, sur sa politique elle-même, il y a bien sûr des contestations à droite comme à gauche. À droite, on lui reproche de ne pas avoir limité suffisamment l'immigration. Les gaullistes lui reprochent d'avoir réintégré la France dans l'OTAN. La gauche lui reproche d'avoir favorisé les plus riches au détriment des classes populaires et des classes moyennes. Les gens sont bien conscients par ailleurs que l'Europe vit une crise financière, économique et sociale importante depuis quelques années, mais la crise, bien entendu, n'explique pas tout, et par conséquent, l'addition de ces reproches multiples explique certainement sa défaite. L'Iran, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a souhaité voir la nouvelle classe dirigeante à Paris corriger l'approche erronée de la précédente. Pensez-vous qu'il y aura un changement dans la politique moyen-orientale de Paris sous la présidence de François Hollande? Je pense qu'il y aura des inflexions, mais il ne faut pas trop en attendre. Nicolas Sarkozy avait adopté une politique très hostile à l'Iran, en serviteur obéissant de l'État d'Israël et des États-Unis d'Amérique. Je ne reviens pas là-dessus, ni sur son opération guerrière en Libye, ni sur son attitude vis-à-vis de l'Irak, du Liban, etc. Avec François Hollande, on ne sait pas, et il y a sans doute autour de lui des gens d'opinion assez différentes.
il y a des courants à l'intérieur du Parti socialiste qui traditionnellement sont très pro-israéliens, sinon pro-américains. D'autres ont une opinion plus nuancée, certains sont des défenseurs des Palestiniens. Donc je pense que François Hollande sera obligé de tenir compte des uns et des autres. Néanmoins, il a déjà fait savoir, par exemple, que la France accepterait de participer à une opération militaire contre la Syrie à condition d'avoir le feu vert des Nations Unies. D'autre part, François Hollande lui-même, je crois, n'a pas des opinions absolument décidées. Il n'est pas impossible qu'il privilégie dans les relations conflictuelles avec l'Iran une voie plus diplomatique, plus politique, plutôt que de jouer le blocus, les menaces, voire l'expédition guerrière. Mais il faut être bien conscient quand même que Hollande et Sarkozy, en dépit de ce qui les sépare, appartiennent quand même au même univers, à la même classe politique qui est acquise à la fidélité à l'OTAN, qui est acquise à l'atlantisme, qui est acquise à la globalisation, qui n'entend pas changer de cap fondamentalement dans la crise financière actuelle, dans la construction européenne, dans les relations avec tel ou tel pays. Par conséquent, je crois que ce sera peut-être un peu mieux, mais il ne faudrait pas néanmoins s'étonner que certains espoirs puissent être déçus. J'ajoute que François Hollande, ce qui me paraît une chose plutôt positive, a décidé d'accélérer le retour des troupes françaises engagées en Afghanistan, puisqu'il a indiqué que les derniers soldats français seront, à la fin de cette année, rentrés en France, alors que Nicolas Sarkozy, pour se conformer aux souhaits des États-Unis, avait indiqué que le retrait des troupes n'interviendrait pas avant fin 2013. Et une dernière question, au niveau européen, pensez-vous qu'on va assister à un bras de fer entre Hollande et Madame Merkel, d'autant plus que la chancelière allemande a fait part aujourd'hui même de son opposition à la renégociation du pacte budgétaire européen, une renégociation tant souhaitée par le futur président français, M. Hollande. Oui, mais vous savez, pour qu'il y ait un bras de fer, pour pouvoir s'engager dans un bras de fer, il faut en avoir les moyens. Or, les problèmes, c'est que François Hollande n'a pratiquement aucun moyen. Aucun moyen d'affronter l'Allemagne, aucun moyen de faire face aux exigences des intérêts privés et des marchés financiers. Il veut renégocier le traité européen de façon à pouvoir y inscrire une certaine exigence de croissance. Bon, mais ce n'est pas d'abord parce que ça sera inscrit dans un texte que la croissance sera au rendez-vous. Donc il y a un peu d'incantation verbale. Il est probable par ailleurs que Mme Merkel, qui va devoir travailler avec François Hollande, ne va pas évidemment l'affronter brutalement et une sorte de compromis négocié pourrait très bien intervenir, en sorte qu'une sorte de moratoire évoquant la croissance serait ajouté au traité. Mais fondamentalement, cela ne changera rien dans le déroulement des événements. Encore une fois, les paroles verbales c'est une chose, mais les moyens en sont une autre.